Allô tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui est pas mal fascinante. Comment des géants comme Netflix ou Spotify arrivent à gérer des milliers, oui, des milliers de services en même temps sans que tout plante? Ben, la réponse tient en un seul mot, Kubernetes. C'est vraiment ça la question centrale. Comment on fait pour gérer des centaines puis même des milliers d'applications en même temps sans que ça vire en cauchemar logistique? Imaginez la scène, devoir mettre à jour 500 services, un par un, à la main, en pleine nuit. C'est exactement ce genre de chaos que Kubernetes est venu régler une bonne fois pour toutes. Alors, voici le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va se demander c'est quoi ça l'orchestration. Ensuite, on regarde l'architecture de Kubernetes. Après ça, on plonge dans les blocs de base, les pods, les réplica sets, puis les déploiements. On va aussi voir la puissance de l'outil kubectl et pour finir, on va comparer deux philosophies, l'impératif versus le déclaratif. C'est parti! OK, première étape, l'orchestration. Parce que avant même de parler de Kubernetes, il faut vraiment comprendre le problème qui vient régler. Comment est-ce qu'on met de l'ordre dans ce qui peut ressembler à un vrai fouillis de centaines de conteneurs? En gros, l'orchestration de conteneurs, c'est l'art d'automatiser tout ce qui est, disons, un peu plate à faire manuellement. Les déploiements, la mise à l'échelle, la gestion du réseau, tout ça. C'est comme avoir un chef d'orchestre qui s'assure que chaque musicien, donc chaque conteneur, joue sa partition exactement au bon moment. Une autre bonne image, c'est de voir ça comme un contrôleur aérien, mais pour nos applications. Au lieu de gérer des avions, Kubernetes gère des containers. Il s'assure qu'ils décollent, atterrissent, puis qu'ils volent en formation sans jamais se rentrer dedans. Et le vrai super pouvoir là-dedans, c'est l'automatisation. On n'a plus besoin de gérer chaque avion un par un. On définit les règles du jeu, les plans de vol, et le système s'occupe de tout le reste. Et dans ce domaine-là, il faut le dire, Kubernetes, c'est le roi. C'est de loin, mais de très loin, la plateforme d'orchestration la plus populaire aujourd'hui. Donc, comprendre Kubernetes, c'est pas juste un détail, c'est vraiment comprendre une pièce maîtresse de toute l'infrastructure cloud moderne. Et on va voir justement comment ce roi-là gouverne son royaume. Bon, on passe maintenant à la deuxième section, l'architecture de Kubernetes. On va aller voir ce qui se cache dans le cerveau de la bête. L'architecture, au fond, elle est basée sur une idée assez simple. D'un côté, on a ce qu'on appelle le control plane. C'est le cerveau, celui qui prend toutes les décisions. De l'autre côté, on a les nodes, les nœuds de travail. Eux, ce sont les machines, virtuelles ou physiques, qui font le travail, qui roulent nos conteneurs. Le control plane dit aux nodes quoi faire et des petits programmes, les contrôleurs, s'assurent constamment que la réalité sur le terrain correspond bien aux ordres du cerveau. Si un conteneur plante, un contrôleur s'en rend compte et demande à un autre d'en redémarrer un autre. C'est ça, la fameuse magie de l'auto-réparation. Allez, troisième section. On va parler des pods, des réplica sets et des déploiements. Pensez à ça comme aux blocs Lego de base que les développeurs utilisent tous les jours. Alors, tout part du pod. C'est vraiment l'unité la plus petite, la plus simple qu'on peut déployer dans Kubernetes. Un pod, ça représente une seule instance d'un processus qui roule. On peut le voir comme la maison d'un ou même de plusieurs containers qui ont absolument besoin de fonctionner ensemble et de partager des choses, comme le réseau par exemple. Bon, là, ça devient vraiment intéressant avec ce qui vient après, le réplica set. Lui, son but, c'est de s'assurer qu'on a toujours un nombre stable de copies, de répliques d'un pod qui roule. Par exemple, si on lui dit « je veux 3 instances de mon app », le réplica set va s'arranger pour qu'il y en ait toujours 3. Si une des instances plante, hop, il en redémarre une autre tout seul. C'est le fameux principe d'auto-guérison en action. Et tout en haut de la pyramide, on trouve le déploiement. C'est un objet encore plus puissant qui gère les replica sets. C'est avec ça qu'on peut dire des choses comme « OK, mets à jour mon application vers la version 2, mais fais-le tranquillement, de façon progressive, sans que personne s'en aperçoive. » C'est un outil super puissant pour faire des mises en production sans stress. D'accord? On enchaîne avec la quatrième section, le pouvoir de Kubernetes. Voyez ça comme notre centre de commandement, notre tour de contrôle pour parler au cluster. Alors, kubectl, qu'est-ce que c'est? C'est l'interface en ligne de commande qui nous permet de piloter nos clusters. C'est un peu la télécommande universelle pour gérer toute notre infrastructure Kubernetes directement à partir du terminal. Regardez bien cette commande, c'est juste une seule ligne de texte. Avec ça, on est en train de demander à Kubernetes de nous créer un déploiement qui s'appelle MyNginx, en utilisant l'image du serveur web Nginx. Mais en arrière-scène, c'est fou tout ce qui se passe. Kubernetes crée le déploiement, qui lui crée un replica set, qui à son tour crée un pod. Tout ça avec une seule petite commande. C'est à la fois simple et incroyablement puissant. Et tout ça nous amène directement à notre cinquième et dernière section, impératif contre déclaratif. C'est super important, parce que ce sont deux façons complètement différentes de parler à notre cluster. Deux philosophies en fait.
OK. C'est quoi la différence? C'est simple. L'approche impérative, c'est quand on dit à Kubernetes quoi faire. C'est un ordre direct. Crée-moi un conteneur. L'approche déclarative, c'est quand on lui dit quel état on veut atteindre. Je veux qu'il y ait un conteneur qui roule. Kubernetes va ensuite se débrouiller tout seul pour que la réalité corresponde à notre souhait. L'analogie du taxi est parfaite pour ça. L'impératif, c'est de dire au chauffeur « tourne à gauche, maintenant à droite ». Le déclaratif, c'est juste de lui donner l'adresse et de le laisser faire sa job pour nous y amener. Évidemment, ça change tout. L'approche impérative, c'est super simple et rapide pour faire une petite tâche vite fait. Mais c'est le déclaratif qui est vraiment plus robuste. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas juste des ordres, on lui donne un objectif. Et Kubernetes va travailler sans arrêt pour maintenir cet objectif, peu importe ce qui arrive. Si quelqu'un supprime un container par erreur, pas de problème, Kubernetes va le recréer automatiquement. C'est ça la vraie résilience. Donc, si on résume rapidement ce qu'on a vu. Premièrement, l'orchestration, ça met de l'ordre dans le chaos des conteneurs. Deuxièmement, Kubernetes utilise des blocs comme les pods et les déploiements pour faire rouler nos applications. Troisièmement, kubectl, c'est notre baguette magique pour tout contrôler. Et surtout, le plus important, c'est que l'approche déclarative est vraiment la clé pour bâtir des systèmes qui sont à la fois modernes et solides. Alors, ça nous laisse avec une question pour la fin. Maintenant que ce niveau d'automatisation est devenu la norme, c'est quoi la prochaine grande innovation pour les développeurs? Avec des fondations aussi solides que ça, jusqu'où notre créativité va pouvoir nous amener? C'est une question qui est, je trouve, assez fascinante. Merci beaucoup d'avoir été là.